J'allais commencer par vous redire qu'on était là pour parler du financement de l'ambition, mais je pense que la conclusion de la table ronde précédente était juste parfaite. Je pense que ce qui a transpiré tout au long de l'après-midi, c'est qu'il y a plein de technos passionnantes, il y a plein d'entrepreneurs passionnés, et il y a plein d'ambitions. Mais l'ambition, malheureusement, il faut la financer. Et c'est tout le sujet de notre table ronde, avec 3 éminents spécialistes du financement de l'ambition. Amélie de Montchalin, pour commencer, qui est députée, membre de la Commission des finances et grande défenseuse de la cause du financement des PME. Jean-David Chamboredon, autre grand défenseur de la cause du financement, la plus même des startups spécifiquement. Je pense qu'il est difficile d'être dans cette salle et de ne pas déjà avoir entendu son point de vue sur le sujet. Et Paul-François Fournier, qui représente un des grands bras armés du financement de l'écosystème français, en l'occurrence BPI France. Je pense que vous serez peut-être tous les 3 d'accord avec moi si je dis qu'on a une grande chance en France, c'est d'avoir en fait un financement de notre écosystème qui repose sur 3 pieds. D'abord l'État, et BPI de ce point de vue-là effectivement est son principal vecteur d'investissement. Les particuliers, à la fois les particuliers de type business angel, mais également les particuliers type retail, puisque ça fait des années qu'on a une tradition en France d'emmener l'épargne grand public vers les entreprises non cotées. Et enfin un dernier pied qu'on va appeler institutionnel. Je sais que Jean-David n'est déjà pas d'accord avec moi sur ce point-là, parce que je vais mélanger les financiers et les corporates, et il va m'expliquer, je suis sûr que ça ne se mélange pas, mais en tout cas, c'est ces 3 pieds sur lesquels on peut se reposer. Néanmoins, on entend en ce moment beaucoup de voix dissonantes, on entend tout et son contraire en ce moment. On entend il y a trop d'argent, on entend les valos sont folles, on entend nos startups communiquent mais elles ne délivrent pas. Il y a plein de papiers sur le sujet. Et puis on entend à l'inverse un discours qui dit bah non, il n'y a pas assez d'épargne, Amélie, n'est-ce pas? Ou elle est mal placée. Pas au bon endroit. Pas au bon endroit. Voilà. Alors, en fait, on ne va pas avoir le temps, en 18 minutes précisément, comme le me rappelle le compteur, de trouver la vérité du marché. On va juste avoir envie déjà d'entendre votre vérité et de comment vous analysez ce marché. On va commencer par vous, Amélie. Alors, moi, j'ai préparé 2-3 messages forts, parce qu'effectivement, en 18 minutes, on ne va pas refaire le diagnostic de l'épargne en France depuis les 30 Glorieuses. La France, aujourd'hui, c'est un pays d'amorçage. Ce n'est pas encore le pays des licornes. Et Mounir Majoubi l'a très bien dit, on est très bon pour la création, on n'est pas encore bon pour l'envol. On fait de l'éclosion, pas encore l'envol. Et donc ça nous montre qu'on a un vrai défi devant nous, qui est le financement dans la durée de projets qui, si je reprends les mots de la personne qui était juste à ma place avant, doivent être grands. Et donc le financement dans la durée, c'est une première chose. L'autre chose surtout, c'est que les startups aujourd'hui qui rencontrent des contraintes de financement sont celles qui ressemblent à des PME. Et que donc le mur de financement des startups qui grossissent, c'est le même mur que celui de toutes les PME françaises. C'est celui des fonds propres pour accompagner un projet de numérisation, de consolidation, d'exportation, bref, de passage à l'échelle ou de changement d'échelle. Et mon ambition et notre ambition En Marche et la majorité, c'est qu'on ne résolve pas seulement le problème des biotech, des fintech, des startups, qu'on résolve le problème de la croissance de nos entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Et enfin, on pourra réagir, moi j'entends beaucoup de PME, qui ne sont pas des PME tech au départ, me dire, si je me déguise en start-up, je trouve des sous. Et ça me fait réfléchir. C'est qu'aujourd'hui, on cherche des activités pérennes dans tous les domaines. Tant mieux si ça fait de la tech au début et que ça fait de la tech à la fin, mais si ça fait pas de la tech au début, que ça en intègre et que du coup ça devient plus compétitif, capable d'exporter, plus attractif, eh bien, il faut que ça puisse aussi se financer. Donc moi, mon enjeu, c'est effectivement comment on finance la croissance des startups, mais surtout comment on finance plus largement la croissance des PME, la croissance de ceux qui n'ont pas accès aux marchés internationaux. Et je finirai par là. Aujourd'hui, on a beaucoup d'épargne en France, c'est une chance. Les Français sont des gens précautionneux et prévoyants, tant mieux. Il faut que cette épargne soit placée au bon endroit, avec le bon horizon de temps. La question, c'est même moins une question d'allocation qu'une question d'horizon de temps. On essaie de recréer par l'épargne retraite, par l'épargne salariale, par l'assurance vie, avec des nouveaux mécanismes comme Eurocroissance, de l'horizon de temps. Vous savez tous, quand vous êtes entrepreneur, que votre sujet, c'est de pouvoir délivrer, sauf qu'on ne délivre pas demain, on délivre après-demain, et surtout on délivre si on a la confiance de ceux qui investissent avec vous. Donc ça, c'est notre horizon. Créer des outils de long terme et créer des outils qui résolvent l'équation de financement de tous ceux qui ont besoin de grandir. Les startups, bien sûr, mais tous ceux qui intègrent de la tech. On voit bien qu'on doit numériser nos PME toutes. Donc ça, c'est notre défi collectif. Merci. Alors, est-ce qu'il suffit vraiment de se déguiser pour lever de l'argent chez Isaïe ou BPI? Il faut se déguiser en quoi, surtout, pour lever de l'argent?
Alors moi, je ne suis pas tellement d'accord avec le fait que le financement des startups et des PME puisse être vu comme un tout, parce que par définition, le financement capital risque des startups ou des boîtes tech, c'est un mode très particulier, parce qu'il s'agit de financer en capital des pertes très importantes dans un schéma d'hypercroissance, et très peu de PME, de toute façon, peuvent avoir ces trajectoires-là, et ont les besoins que je viens de décrire. Donc je pense que mélanger les deux, ça pourrait être dangereux, parce qu'il y a des choses qui peuvent se financer avec un mélange de dettes, de fonds propres, etc. Ce n'est pas le cas des startups ou des scale-up ou des futures licornes qui ont véritablement un besoin de capital très intensif et très particulier. Et par contre, je suis d'accord avec tout le reste de ce qui a été dit par Amélie, et notamment le fait que un des sujets, c'est une espèce de forme de plafond de verre sur le financement qui est anticipé par les entrepreneurs, qui est un peu anticipé par les investisseurs français sur le thème. Globalement, je ne sais pas si je peux prendre tant de risques que ça, me mettre en chute avant de façon très très forte, encaisser des pertes très importantes, parce que je ne sais pas si mon marché me refinancera. Aujourd'hui, dans une situation où le retournement économique se rapproche, alors je suis incapable de dire si c'est dans 12 mois, 24 mois, 36 mois, mais ce qui est certain, c'est qu'au moment où ce retournement économique arrivera, les investisseurs domestiques français n'ont pas les moyens de soutenir l'écosystème tech français. Les corporates se retireront, ils l'ont fait à chaque crise économique, et les internationaux feront une pause et diront bon, je rentre à Londres, je rentre à New York, et dans 1 ou 2 ans, je reviendrai en France. Et donc là, on est dans une situation où il y a, à mon avis, une véritable urgence, qui est de dire tous nos bébés ou tous nos enfants start-up qui doivent grandir, il faut leur éviter qu'ils aient une crise de croissance et qu'ils fassent tous 1,30 m. Il faut donc effectivement trouver des moyens qui permettent de mobiliser de l'épargne longue, domestique, qui permettent de passer cette échéance. Mais il faut la trouver vite, donc il faut la trouver d'ici 18 mois. Enfin, on ne sait pas, mais il faut la trouver dans les 2 ans, il faut trouver les moyens de mobiliser cette épargne. Donc on fait comment ? Il faut que les tuyaux soient là. Absolument. Dans les 18 mois, pour que, ce qui est formidable, c'est que les 1600 milliards d'euros d'épargne qui sont sur l'assurance vie, je peux vous dire qu'ils ne vont pas en partir tout de suite, sauf qu'ils y sont. Donc il faut qu'on ait la bonne tuyauterie pour que ces euros, avec bien sûr le choix des clients, soient placés au bon endroit. Et il suffit qu'il y ait 1 ou 2 ou 3% de l'épargne de chaque ménage qui soit alloué vers les PME non cotées et vers l'écosystème start-up qui a besoin de capital en proportion plus grande que les PME. Quand je fais un peu l'amalgame, et j'explique pourquoi, les PME sont habituées à être sous l'addiction bancaire. Elles connaissent bien leurs banquiers, elles savent bien s'endetter, les banquiers savent bien leur faire des lignes de prêt à 3 ans, une ligne de trésorerie, et hop, vogue la galère, vous pouvez vous débrouiller, monsieur, vous êtes un bon patron de PME. Ça ne suffit pas, il faut qu'on parle fonds propres. C'est pour ça que je parle un peu du mur commun que les startups et les PME ont devant elles, pour se numériser, pour croître, pour changer de cap, pour changer d'échelle, il faut des fonds propres. Et donc, bien sûr, on n'a pas forcément besoin des mêmes proportions, mais le mur des fonds propres, il est commun. Et ça demande que la tuyauterie de l'épargne se fasse autrement. Qu'on trouve des fonds propres à partir de l'épargne des Français. C'est une question de tuyaux, c'est pas une question de stock. C'est notre bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas un pays où on manque de stock. On manque de tuyaux pour faire partir ce stock au bon endroit. Il faut créer du flux. Voilà. Paul-François, je voudrais juste te faire rebondir sur une chose. Je suis allé à votre grand événement annuel BPI. Et j'étais surpris parce que sur scène, il y avait un grand industriel français du pneu qui a été assez agressif. Je le cite volontairement pas parce qu'il a fait lui aussi des circonvolutions pour parler de nos startups. Très agressif vis-à-vis de l'univers des startups en disant « Moi, ça me fait marrer, ces startups, notamment celles qui sont dans le transport, parce qu'elles font la une des journaux tous les matins et finalement, tout ça, c'est pour faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, il disait, c'est moins qu'une de mes filiales qui fait du pneu dans un pays émergent. » Ça, on entend souvent et de plus en plus souvent cette critique-là. BPI a la chance d'avoir effectivement une vision très transversale, parce que vous êtes présent au capital d'énormément d'entreprises, et encore plus si on prend en compte votre branche fonds de fonds et dans tous les fonds de capital risque que vous avez financés. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Est-ce que c'est le triste constat d'une vérité, ou est-ce que quand même il y en a qui décollent ? Non, ça commence d'abord à changer. D'abord peut-être, effectivement, c'est vrai qu'on est devant une nouvelle étape, qui est effectivement l'étape que vous citiez, qui est d'être capable de lever 50, 100, 200 millions d'euros. C'est vrai que, ayant vécu l'étape précédente, on a parfois tendance à oublier qu'il y a 5 ans, lever 10 millions d'euros, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, on lève 10 millions d'euros, j'ai envie de dire, d'une façon hebdomadaire. Donc, moi, mon seul point, c'est de dire qu'un écosystème
comme le nôtre, ça se construit avec un minimum de laps de temps. Ça veut dire des équipes qui se construisent, du capital. Et donc, oui, je crois que tout le monde est mobilisé, effectivement, collectivement. Et d'ailleurs, je crois qu'on est très alignés sur cette prochaine étape. Et pour ça, il faut des capitaux privés. Nous, on a joué notre rôle, on continuera à le jouer. Mais évidemment, cet écosystème, il doit bien sûr dépasser largement BPI France. Et pour ça, il faut qu'il y ait d'autres capitaux. Après, tu as raison de citer un point dont on ne parle pas assez, à mon avis, sur l'étape d'après, qui est plus difficile d'une certaine façon à changer, qui est le constat qu'un écosystème de financement de start-up, c'est des fonds qui sont capables de les faire grandir, c'est la bourse, autre sujet qui fonctionne pas mal sur la biotech, mais qui ne fonctionne pas suffisamment sur la partie du numérique, mais c'est les sorties, donc je disais la bourse. C'est aussi un constat qui est que dans la Silicon Valley, 60% des startups sont vendues entre 50 et 100 millions d'euros. Donc l'écosystème, un écosystème d'innovation, c'est un écosystème où tout le monde veut devenir le Mark Zuckerberg. Et la réalité, c'est qu'il y en a une bonne moitié qui, à un moment, décide que l'étape d'après, c'est de se vendre à un grand groupe et soit de participer à cette aventure, soit de recréer sa boîte et on voit des serial entrepreneurs. Et ça, ce mécanisme-là, il faut absolument qu'on le mette en place parce qu'on ne va pas collectivement non plus, et ça n'a pas de sens d'un point de vue économique, pouvoir financer toutes les entreprises. Et là, il y a un gros sujet, c'est le changement de regard des corporates vis-à-vis des startups, qui est un changement de regard qui s'est fait sur je veux mettre un incubateur parce que je veux comprendre et que ça me paraît sympathique. On est maintenant dans le corporate venture, ça permettra à Jean-David de dire toutes les limites qu'il voit à ce système de financement, mais ça permet quand même aux corporates de comprendre ce que c'est qu'une startup et la valorisation d'une startup. L'étape d'après, c'est quand même qu'il y ait des acquisitions massives. D'abord parce que pour l'écosystème du financement, ça ne fonctionnera que comme ça, et ça fonctionne comme ça dans la Silicon Valley parce que c'est le modèle intrinsèque des sorties. Il faut que les fonds puissent rendre l'argent à un moment ou à un autre à ceux qui ont investi. Et puis parce que des corporates, et j'en étais dans un d'entre eux, eh bien, il faut qu'elles changent leur modèle d'innovation. Et le modèle purement vertical où, avec des milliers de chercheurs, ils arrivaient à faire leur R&D, il a quand même changé. Je vous donne juste un chiffre pour prendre la mesure de la transformation qui n'est pas facile. On ne donne pas de leçons, mais c'est compliqué, mais c'est néanmoins la voie. C'est Google qui a acheté 70 startups en 18 mois, alors que le SBF 120 en a acheté 40. Et donc le modèle d'intégration, il est évidemment beaucoup plus difficile pour des grands corporates, mais néanmoins l'innovation, elle est là, quoi. Et donc il va falloir qu'on trouve notre modèle à nous. Amélie ? Oui, 3 choses. Quand on est une start-up, on a 3 options de sortie. Soit on va dans un grand fonds, soit on va sur le marché coté, soit on se fait racheter par un corporate. Notre ambition politique, c'est de faire que les 3 marchent. Donc un grand fonds, il faut des capitaux. Le marché coté, il faut que ça redevienne un moyen attractif, qu'il y ait de la liquidité, que ça soit aussi perçu par les Français comme un outil d'investissement personnel. Et puis, troisièmement, les corporates, oui, on a besoin d'affectio societatis. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des partenariats, de faire des incubateurs, c'est formidable. L'étape d'après, c'est comment on en fait aussi des leviers d'attractivité et de compétitivité des grands groupes. Et donc, ça veut dire aussi qu'elles doivent, ces entreprises, réfléchir elles-mêmes à leur façon de financer, de s'endetter, de lever des capitaux sur les marchés européens et internationaux. C'est ces 3 outils-là qu'on a bien, nous, en tête politiquement, comme des leviers à activer pour que l'écosystème start-up et PME, qui ont toutes la même ambition, à savoir de devenir des grandes et de rayonner, puissent trouver façon de le faire. Puisqu'il nous reste quelques minutes, j'aurais voulu aborder le cas des fonds étrangers. Jean-David, c'est à la fois une source de satisfaction pour tous ici, parce qu'on est tous contents de trouver les fonds étrangers pour financer nos ambitions. Il faut reconnaître que dès qu'on atteint un certain niveau de financement, c'est là où on trouve l'argent. Il y a Alan ce matin, un éminent membre de France FinTech, effectivement, qui annonçait lever 23 millions d'euros. Ça se fait en partie avec de l'argent étranger. Il y a à la fois CNP Assurance et Partech, mais c'est mené par Index Venture. C'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, je t'entendais dire tout à l'heure, le jour où ils vont se retirer, on sera orphelin. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et puis, est-ce que la réciproque est vraie aussi? Est-ce que nos grands, et là je pose la question aussi à Paul François, qui finance beaucoup de fonds de capital risque avec sa casquette BPI, est-ce que nos grands financiers français savent aussi aller financer les startups prometteuses européennes ou américaines? Alors, effectivement, il y a un chiffre qui je crois, est vrai, qui est que 60% des tours de plus de 10 millions d'euros sont leadés par des investisseurs internationaux. Donc ça montre bien qu'effectivement, on est dépendant pour les grosses levées de fonds des fonds internationaux. L'essentiel, alors je ne sais pas le chiffre exact, mais l'essentiel de ça vient de Londres, pour une raison simple, c'est que la capitale pan-européenne, alors on est pré-Brexit, la capitale pan-européenne du capital risque, c'est Londres, et les fonds pan-européens sont basiquement basés à Londres. Et des fonds pan-européens basés à Paris, il n'y en a pas encore. Il y a quelques fonds qui ont une logique de binationalité, France-Allemagne, France-Espagne,
France Benelux, etc. Mais on n'a pas encore de fonds qui ont une emprise et un footprint pan-européen. Et là, il y a un petit phénomène de poulet d'œuf, c'est-à-dire que je ne peux pas lever un fonds d'1 milliard en venture en Europe continentale sans être pan-européen, parce que je n'ai pas le marché en France pour déployer 1 milliard en late stage venture, et tant que je ne suis pas pan-européen, je ne peux pas lever 1 milliard. Enfin, donc c'est ce poulet œuf qu'il va falloir qu'on résolve. Effectivement, ça sera très difficile, et c'est pour ça que le sujet de l'épargne longue est très importante. Post-Brexit, expliquer aux Allemands ou aux Scandinaves que la capitale pan-européenne c'est Paris, mais que Paris met pas d'argent et qu'on compte sur leur caisse de retraite à eux pour le faire, on aura un peu de mal. Hein, voilà, c'est ça le challenge. Je suis sûr que ça va faire réagir à la fois Paul François et Amélie. Non, je pense qu'effectivement, là aussi, c'est un peu la nouvelle frontière. D'abord, effectivement, on devient attractif d'une certaine façon. Donc ça, c'est plutôt positif. Et on voit effectivement le montant des levées. Donc ça, c'est le côté positif. Il y a un côté plus négatif, c'est qu'effectivement, on n'a pas encore en France la taille des fonds qui sont capables de concurrencer, entre guillemets, ou d'être attractifs. Je vous rappelle quand même que la taille, néanmoins, des fonds d'investissement de capital risque qu'on finance, qui représente une bonne partie, elle a plus que doublé en 4 ans. D'accord ? Donc on a encore l'ambition de la doubler et on va arriver à des fonds effectivement français, pan-européens, qui vont être capables j'allais dire, de compiter à terme, c'est bien l'objectif qu'on a avec ces fonds anglo-saxons. Il y a un deuxième phénomène, et on est juste à cette transformation-là, qui est que c'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entrepreneurs vont chercher des compétences et une expérience des États-Unis en particulier pour le numérique et pour les biotech, avec des fonds américains qui vont leur apporter un savoir-faire que n'auront pas toujours encore les fonds français, et peut-être durablement. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que, j'allais dire, la maturité globale de l'écosystème, à la fois des fonds, mais à la fois des entrepreneurs, entre guillemets, fait qu'on est encore un peu à la proie de ces fonds qui ont tendance à vouloir prendre l'ensemble du tour, ce qui conduit à des situations un peu déséquilibrées, où on voit aujourd'hui des gros tours de 50-60 millions d'euros qui sont leadés par des fonds anglo-saxons qui disent moi je prends 50 millions d'euros sur ce tour, et les historiques, vous mettez 10 millions qui suivent. Ce qui s'explique par la taille de leur fonds. Quand on a un milliard déployé, on n'a pas envie de le saupoudrer dans une multitude de startups. Voilà. Mais dans un certain nombre de cas, on le voit nous au travers de notre fonds Large Venture, on arrive il y a un certain nombre de fonds français qui sont prêts à investir la moitié de ce tour, mais la pression est telle de ces fonds pour dire non, on prendra tout, et j'ai envie de dire la volonté des entrepreneurs aussi de mettre ces beaux noms dans ces fonds fait qu'on n'arrive pas encore à équilibrer les choses, et je pense que notre écosystème il marchera bien s'il permettra d'équilibrer, et que les fonds français profitent aussi du travail qu'ils ont fait en amont d'éducation et de développement de ces entreprises, et de prendre aussi la plus-value qui correspond à ces séries C et ces séries D qui sont naturellement plus rentables. Il reste 1 minute, Amélie. Alors, c'est le patriotisme que j'aimerais réveiller en vous. Pour moi, de voir que la moitié des fonds France Invest, donc AFIC de 2017, à peu près la moitié viennent de l'étranger, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que la France redevient attractive et qu'il y a des gens en dehors de nos frontières qui se disent que placer de l'argent dans les entreprises en France est une bonne idée. Donc c'est formidable. Mais c'est aussi un gros problème. Ça veut dire que toutes les réformes, tous les efforts qu'on demande aux Français, qu'on demande aux patrons, qu'on demande à l'écosystème de consentir en ce moment, je ne vais pas vous faire un dessin, vous prenez le train, vous aussi, tous ces efforts-là collectifs qu'on est en train de faire pour réformer notre code du travail, pour investir dans la compétence, investir dans la formation et recréer un écosystème qui permet de croître, eh bien, ce sont d'autres retraités, ce sont d'autres épargnants, ce sont d'autres pays qui vont en capter les bénéfices. Donc si on est patriote, oui, on soutient la réforme, oui, on est en marche et on remet notre pays dans une dynamique de croissance, dans une dynamique de conquête, mais ça serait bien que ce soit nous, les Français, qui collectivement en tirions les bénéfices, aussi financiers, aussi à l'échelle individuelle et aussi pour notre épargne. C'est là-dessus qu'on travaille, et je pense qu'on a ici, en tout cas, un alignement d'objectifs qui est fort, et donc on a besoin de vous aussi pour nous accompagner dans ce mouvement. Voilà, si vous n'aviez pas fait le lien entre la grève SNCF et la FinTech, c'est fait. Voilà. Merci à tous, et on termine pile poil alors. C'est la politique, hein.